Si tu es en troisième et que tu confonds toujours communisme et capitalisme à quelques semaines de l'examen, alors cette vidéo va t'être utile. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur les principales idéologies politiques et ou économiques abordées durant votre programme de troisième. Et si vous savez tous ces mots un peu compliqués qui se finissent en isme, qu'il est un petit peu difficile de définir, mais néanmoins qui sont importants, puisque ce sont des concepts qui ont structuré et qui continuent de structurer le monde et nos sociétés actuelles. Alors bien sûr, l'idée c'est pas d'en connaître les moindres subtilités, parce que ce sont des concepts qui sont assez complexes, mais c'est d'en avoir quand même, d'en connaître les principales caractéristiques, d'avoir les bases quoi. Allez, c'est parti. Alors l'idéologie politique qui est un petit peu à la base de tout durant votre programme de troisième, qui est un petit peu le point de départ, c'est le socialisme. Le socialisme, c'est un concept qui apparaît dans la première moitié du XIXe siècle, qui a été théorisé par plein d'auteurs différents, comme Engels, comme Karl Marx par exemple. Sans rentrer dans les détails, le socialisme a pour idéal la construction d'une société plus juste, plus égalitaire, ou du moins avec moins d'inégalités sociales, à une époque où justement les inégalités explosent et les écarts de richesse aussi. Le socialisme a donné naissance à de multiples courants de pensée, à des partis et des mouvements politiques très variés, et donc il faut faire attention, puisqu'ils se baptisent souvent socialistes, mais ont des visions et des méthodes parfois extrêmement différentes. Parmi les principaux mouvements du socialisme, vous connaissez bien sûr le communisme révolutionnaire. Alors pour faire simple, selon la théorie communiste, la société elle est divisée en classes sociales, et elle est dominée par les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui détiennent le capital, ou l'argent si vous préférez, les richesses. Ils sont souvent appelés bourgeois, et ils exploitent les prolétaires, c'est-à-dire les travailleurs, comme les ouvriers ou les paysans. D'après les communistes, pour changer la société, il faut passer par une révolution internationale, qui permettra de renverser cette domination et de porter au pouvoir les travailleurs. À l'issue de cette révolution, une dictature au nom des travailleurs sera nécessaire pour liquider la domination de ces puissants et créer une société communiste égalitaire, sans classe sociale. C'est ce que vous avez vu en Russie, avec la révolution bolchevique en 1917, et la prise du pouvoir par Lénine, puis par Staline, et la création de l'URSS, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Dans le reste de l'Europe, si les révolutions n'aboutissent pas, les partis communistes sont néanmoins des forces politiques majeures et très influentes. Ils font partie des gouvernements au pouvoir dans les années 30 en France et en Espagne, vous vous rappelez du Front populaire, et obéissent aux directives du Parti soviétique, car l'URSS est alors considérée comme la patrie du socialisme, la grande sœur si vous préférez. Le symbole qui leur est associé est le marteau et la faucille, ainsi que la couleur rouge, et comme c'est une vision assez radicale du socialisme, on classe traditionnellement le communisme à l'extrême gauche. Ici pour vous. Alors l'autre grand mouvement issu du socialisme, c'est le socialisme réformiste. Alors là, je vous vois d'ici à faire les yeux ronds, à me dire « mais c'est pas possible, on n'a jamais vu ça en cours ». Mais si, en fait c'est juste que vous les connaissez mieux sous le nom de socialistes tout court, pour faire plus simple. Alors eux, leur ligne directrice, c'est quasiment la même. Eux aussi, ils veulent une société beaucoup plus égalitaire, ils veulent lutter pour le droit des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de vie, renverser la domination des puissants, des capitalistes, des bourgeois, mais à la différence des précédents, eux, ils veulent passer par la réforme, c'est-à-dire qu'ils veulent gagner les élections et faire changer la société en changeant la loi, c'est-à-dire de façon légale, et sans passer par une révolution, comme le souhaitent ou comme l'estiment nécessaire les communistes. Autre petite précision importante, ils refusent aussi d'être sous l'autorité du Parti communiste soviétique. Ils sont donc un peu considérés comme des traîtres par les communistes, même s'ils s'allient parfois politiquement pour prendre le pouvoir, comme en France en 1936 avec le Front populaire et le socialiste Léon Blum qui devient Premier ministre. Étant donné qu'il s'agit d'une version un peu moins radicale du socialisme, on classe habituellement les socialistes réformistes à gauche et non à l'extrême gauche. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, attention, pour leurs ennemis, c'est du pareil au même. Alors s'il y a une gauche et une extrême gauche, c'est logiquement qu'il y a une droite et une extrême droite. Donc politiquement, tous les mouvements de gauche, donc socialistes, communistes et tous les autres partis qui sont associés à cette idée, ont traditionnellement comme opposants des partis de droite. La droite, c'est aussi un ensemble de mouvements très variés, bien sûr, mais qui ont pour point commun, cette fois, d'être plutôt conservateurs.
de soutenir davantage les intérêts du patronat, c'est-à-dire des patrons, et de la bourgeoisie. Et donc, logiquement, d'être très hostile aux théories socialistes. Mais dans les années 30, avec la montée des tensions politiques et les crises économiques, les différents mouvements de gauche, les socialistes et les communistes, ont pour adversaires des mouvements beaucoup plus radicaux, dits d'extrême droite, qu'ils baptisent fascistes. Alors pourquoi tous ces mouvements d'extrême droite sont surnommés fascistes par les autres? C'est pas compliqué, en fait ça vient du nom du mouvement fasciste de Benito Mussolini, le dictateur italien, qui s'impose au pouvoir en Italie dès les années 20. Grossièrement, c'est une idéologie qui a pour principale caractéristique d'être opposée à la démocratie, et donc d'être favorable à un régime autoritaire et personnel avec un seul chef, un seul patron, d'être très nationaliste, et aussi d'être très hostile au communisme. Le régime italien a beaucoup inspiré Hitler, je pense vous connaissez, et qui, vous savez, fonde à cette époque le parti nazi, abréviation de Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui a, en plus de tout ça, une dimension raciste, particulièrement antisémite, et une dimension conquérante. Vous remarquerez ici qu'Hitler emploie le mot socialiste, mais c'est une version nazie du socialisme, c'est-à-dire un socialisme qui est exclusivement réservé à la race allemande. Pour les autres exemples de mouvements ou régimes politiques de ce style, ou du moins en ayant de gros points communs, vous connaissez aussi le régime de Franco en Espagne, qui arrive au pouvoir suite à la guerre civile en 1939, les ligues d'extrême droite en France, qui sont très actives durant les années 30, ou encore le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, durant l'occupation. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde est à nouveau divisé par la guerre froide. Alors la guerre froide, c'est bien sûr une lutte entre puissances, une lutte d'influence, mais c'est aussi intrinsèquement une lutte entre deux idéologies, avec d'un côté l'URSS qui incarne le socialisme ou le communisme si vous préférez, et de l'autre côté, cette fois, les États-Unis qui sont l'incarnation du modèle capitaliste. Alors le capitalisme, c'est pas vraiment une idéologie politique au sens propre, c'est plutôt une vision économique qui repose sur la propriété privée, sur très peu de règles imposées aux entreprises et qui promeut l'enrichissement personnel. En bref, c'est l'opposé total de ce que proposent à l'époque les régimes socialistes, où l'État contrôle strictement l'économie et impose la mise en commun des moyens de production, comme vous l'avez vu par exemple avec les terres agricoles en URSS. Cet affrontement prend fin avec l'effondrement économique et politique de l'URSS à la fin des années 1980, mais il est toujours intéressant de savoir qu'encore aujourd'hui, des pays comme Cuba, la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord sont toujours théoriquement des États socialistes. Oui, oui. Voilà, je m'arrête là, ça fait déjà pas mal de choses à digérer. Alors encore une fois, je vous le répète, il ne s'agit pas de connaître les moindres détails de ces concepts et de ces idéologies politiques ou économiques, mais d'en connaître les principales bases et surtout d'éviter les grosses confusions du genre Hitler était un communiste, vous voyez. Pour ce qui est de la gauche, de la droite ou même du socialisme de notre époque, eh bien, on verra ça plus tard dans le programme, notamment en EMC, puisqu'il faut savoir que nos partis politiques actuels sont bien sûr les héritiers de tout ce que vous avez vu jusqu'alors. Sur ce, je vous dis à la prochaine, travaillez bien, ciao!